Bonjour, bienvenue à la formation Interagir et communiquer avec une personne handicapée. Cette formation s'adresse principalement aux gens de la réception, d'établissements, même d'entreprises ou de municipalités. BAI Mauricie est un organisme à but non lucratif qui a pour principal but à sa création en 1999 de aider les personnes handicapées à se trouver un logement. Autrement dit, on fait la recherche pour eux, compte tenu des difficultés de déplacement. Puis des fois, ben, on peut chercher un logement, faire 10 visites avant de trouver le bon. Comme ça devenait compliqué les personnes handicapées, ben, BAI Mauricio a été créé dans ce but. Avec le temps, c'est incorporé le volet accessibilité universelle des lieux publics, parce que si on a beau être en appartement, si on peut aller à la pharmacie, à l'épicerie, ce qui est très important, ben, c'est pas mieux. Ensuite, en 2005, ben, Mauricie a commencé sa collaboration avec la ville de Trois-Rivières et en 2013, si je me trompe pas, avec la ville de Shawinigan. On est là pour apporter des conseils, des recommandations pour l'accessibilité des lieux publics et en même temps de leur bureau. En 2008 avait lieu notre première édition du Festival Country de Trois-Rivières. Le festival est une activité de bénéfice pour Baie Mauricie, donc tous les bénéfices viennent à Baie Mauricie. En 2011, nous avons gagné le prix Chamberlain. Il s'agit d'un prix de concertation décerné aux organismes qui prônent l'action communautaire, l'action commune pour améliorer les conditions de vie de la collectivité. En 2016, on lançait notre principal document, Regard sur l'accessibilité. Petite information, il est constamment mis à jour, à pas mal à tous les ans depuis ce temps-là. En 2021, il y a pas si longtemps, BAI lançait la passe BAI. La passe BAI est une accréditation pour tous les lieux publics accessibles de la Mauricie. Apposée dans la vitrine de commerçants, la passe BAI certifie que l'établissement répond aux principales normes d'accessibilité pour personnes handicapées. Contrairement à la vignette bleue, la passe BAI demande une évaluation des critères d'accessibilité de la part de l'équipe de BAI Mauricie. C'est un service gratuit et dites-vous que si BAI passe, tout le monde passe. Avez-vous votre passe BAI? Je me présente avant d'aller plus loin. Mon nom est Judith Bastien. Je travaille à BAI Mauricie depuis 2005, où j'étais responsable à l'administration. Puis maintenant, je suis coordonnatrice depuis 2013 à peu près. J'ai écrit un livre, on voit le titre, Vivre avec des os de verre, parce que c'est ma maladie. Je suis en fauteuil roulant motorisé. Je mesure à peu près 3 pieds et demi. J'ai eu dans ma vie une quarantaine de fractures jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. Et depuis, c'est stable. Donc, je touche du bois. Puis, comme vous pouvez le voir sur la diapo, ben, je suis aussi conférencière. Les personnes handicapées, on en voyait très peu il y a même pas si longtemps que ça, puisqu'ils étaient tous en institution. On les cachait. Même les familles qui gardaient des personnes handicapées avec eux, les montraient pas, sortaient pas avec. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a commencé à voir des personnes handicapées et à découvrir qu'il était possible de faire des adaptations. Les gars qui revenaient de la guerre amputés ou avec un bras à moins, ils se sont dit, ben, moi je veux rester chez nous, ça ne me tente pas d'aller à l'institution, fait que je vais me faire mes adaptations. Une petite trempe à porte, de quoi pour couper mieux à rien que d'une main ou des choses comme ça. Ensuite, il est venu la désinstitutionnalisation, mot difficile à dire. Et à partir de là, ben, on a commencé à avoir plus de personnes handicapées dans la société. Maintenant, on en voit souvent, ben, régulièrement. Il y en a qui réussissent à aller à l'école régulière, qu'on dit. Donc, à tout ça, c'est des éléments pour l'intégration des personnes handicapées qui fait qu'on en voit de plus en plus. Ce qui est une très bonne chose à mon avis. L'accessibilité universelle et l'accessibilité, il y a une différence à faire entre les deux. L'accessibilité universelle permet à tout le monde, peu importe handicapé ou non, vivant avec une difficulté ou non,
d'entrer par la même porte, d'avoir les mêmes services, de pouvoir aller aux mêmes toilettes que tout le monde, accessible. Ça, c'est un bâtiment qui a pas été fait dès le départ avec les normes d'accessibilité. Ici, à Trois-Rivières, on voit la différence. Pour ceux qui connaissent, la Maison de la Culture, elle est accessible universellement parce qu'elle a été entièrement rénovée. Donc, ils ont rendu tout accessible. Il y a même un ascenseur maintenant, chose qu'il n'y avait pas quand moi j'étais jeune. Puis je me souviens, on allait à la bibliothèque municipale dans ce bâtiment-là et rendu en dedans, il fallait descendre une marche, ce qui était impossible pour moi. Ensuite, accessible à côté, c'est la salle J. Antonio Thompson. Elle a été construite il y a des années de ça et elle n'a pas été conçue avec les normes d'accessibilité universelle. Donc, oui, une ouvre-porte automatique à l'avant, mais c'est juste pour aller acheter le billet. Parce qu'un coup qu'on a nos billets, faut ressortir de la salle et aller sur le côté de la salle, sonner à une porte et quelqu'un vient nous ouvrir. Vous allez deviner qu'entre les deux, entre le guichet pour acheter son billet et la salle de spectacle, il y a des escaliers. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le tour. L'accessibilité universelle en 4 axes. On parle d'architecture et urbanisme ici. Donc, l'édifice est accessible. Un musée est accessible, etc. Un bel exemple qu'on a ici à Trois-Rivières, c'est le musée Boréalis sur Trois-Rivières-Saint-Laurent. Parce que c'est une ancienne usine de pâte et papier, ils ont démoli une partie de l'usine, ils en ont gardé une partie et ils ont réussi à la rendre accessible universellement. Il est même possible pour une personne en fauteuil roulant ou avec des difficultés de déplacement de descendre dans les caves au sol où se ramassaient les eaux usées pendant que l'usine était là. Il y a programme et services, le deuxième point. Peut-on recevoir les mêmes services, quelles que soient nos capacités? Je parle en nous, mais au nom des personnes handicapées. Exemple, le service d'embauche. Êtes-vous prêt à faciliter l'accès à des documents s'il y a lieu, à réaménager un petit peu l'entrevue pour que ce soit plus facile pour la personne handicapée? Ensuite, le service de taxes dans une municipalité, les bibliothèques, c'est tous des services auxquels faut penser que les personnes handicapées peuvent avoir besoin ou consulter. Ensuite, les communications, les indications, le point 3, l'information qu'on retrouve, est-ce qu'elle est facilement compréhensible? L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le petit bonhomme bleu, ça apporte de la toilette, c'est une carte standard, mais est-ce qu'elle est standard, justement? Parce qu'une personne handicapée intellectuelle va reconnaître les logos standards, mais si vous mettez sur votre porte de toilette un petit bonhomme qui a des pattes croisées, qui tient sa jupe, ben là, il comprendra peut-être pas que c'est une toilette qu'il y a là. Le site web, s'il est accessible, est-ce que c'est facile de retrouver les services accessibles d'une municipalité, par exemple, ou encore de votre entreprise? Les informations sont claires et compréhensibles. C'est des choses à penser. Il y a même des normes pour rendre accessible un site Internet. Ensuite, sensibilisation et formation. Ben, la partie qui nous intéresse ici, le personnel est-il sensibilisé et formé à accueillir les personnes ayant des limitations fonctionnelles, que ce soit surdité, cécité, petite personne, handicap intellectuel, en fauteuil roulant. Cette formation-là, qu'on je donne aujourd'hui, puis qui, la sensibilisation à l'information, elle est aussi beaucoup pour les personnels qui sont à l'accueil des différents services. Dans le dictionnaire, le mot handicap, il y a un handicap au golf. Mais au-delà de ça, on peut également aller des mots comme limitation, déficience, incapacité, des mots qui sont reliés aux personnes handicapées. La déficience, ça c'est en partie une perte, une malformation ou une insuffisance qui affecte de manière temporaire, intermittente ou permanente les capacités de la personne. Ici, on parle de structure ou d'apparence, qui fait que on a nécessairement un handicap physique, que ce soit de la parole, etc., dans ces situations-là. L'incapacité, ben, c'est toute réduction
ou absence de capacité à exécuter des activités de la vie quotidienne, que ce soit laver la vaisselle, se lever le matin, des réductions des capacités de fonctionner dans la vie quotidienne. Une personne qui porte des lunettes n'est pas nécessairement handicapée, parce que ces lunettes éliminent la capacité. Donc, elle est pas handicapée. Les personnes handicapées, la définition, c'est sur le site de l'Office des personnes handicapées du Québec qui est la meilleure définition. Donc, toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Puis certaines personnes handicapées ont des limitations qui peuvent varier, qui sont aussi invisibles dans certaines situations et qui peuvent s'aggraver avec le temps. Quelques statistiques. On note ici, en 2017, les personnes de 15 ans et plus formaient 16,1% de la population. Parmi les personnes handicapées, le 16%, il y a dans cette catégorie-là une personne sur deux qui vit avec une incapacité, qui a besoin d'aide dans ses activités quotidiennes. Le nombre de personnes handicapées vivant avec une incapacité augmente avec l'âge. Naturellement, le vieillissement de la population, les progrès de la médecine, qui fait que les personnes âgées vivent plus longtemps. Quand je parle de progrès de la médecine, c'est autant pour les jeunes que pour les personnes âgées. Dans le sens que il y a 60, 70 ans, on sauvait pas une personne qui avait un accident de la route. On sauvait pas un bébé prématuré qui pouvait survivre, mais avec des séquelles. Comme information supplémentaire que je peux vous donner, dans les 15 ans et moins, ils représentent 13,9% de la population. Les types d'incapacités, en premier lieu, c'est la douleur, les gens qui souffrent de douleurs chroniques, la flexibilité et la mobilité. Donc, ces trois groupes-là, on peut les réunir ensemble et c'est eux qui occupent le plus le pourcentage de 16,2% que je vous ai nommé précédemment. Il faut noter ça aussi, une personne peut présenter plus qu'un type de handicap, d'incapacité. Ça peut être en fauteuil roulant, peut être de la misère à parler. On pense à une personne qui a la paralysie cérébrale, par exemple. Il y a des traumatismes crâniens qui font qu'on a une partie du visage paralysée. Donc, on a des difficultés à s'exprimer, mais en plus, on marche avec une marchette ou une canne. C'est les différentes possibilités. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une règle de 20-80. Eux, ça s'applique pour la France, mais ça doit être transportable approximativement là, dans tous les pays du monde. Ce que signifie 20-80, c'est 20% de personnes handicapées. 80% de celles-ci ont un handicap invisible. Je pense à un amputé qui a un orthèse qui cache avec ses pantalons, trouble de la parole, du langage. Quand on rencontre la personne et qu'elle parle pas, on s'en rend pas compte. Différentes choses comme ça. La douleur chronique. Il y a une partie de la population qui vit avec des incapacités qu'on voit pas qui sont handicapés. Les types de déficiences. L'audition, ben, c'est tout ce qui est capacité d'entendre. Quand on a de la difficulté à entendre une conversation ou que notre ouïe n'est pas normal, même si on a des appareils, c'est considéré personne handicapée. Par contre, si un appareil auditif règle le problème, ben là, vous êtes pas handicapé. La vision, ben c'est la même chose. Si vous portez des lunettes ou des verres de contact, puis ça règle le problème, ben vous n'êtes pas considéré comme une personne handicapée. Ceux qui ont des problèmes de vision, ils ont vraiment des difficultés à lire, à se déplacer, à circuler, à écrire même. Ensuite, la parole et le langage, ben là, on parle de limitation à parler et de se faire comprendre. La personne mélange les mots, hésite beaucoup, etc. La mobilité, ben, c'est tous ceux qui ont des limitations dans la capacité de marcher, de se déplacer d'une pièce à l'autre, de transporter un objet sur 10 mètres ou de se tenir debout pendant de longues périodes. L'agilité, tant qu'à elle, ben, c'est des limitations pour se pencher, s'habiller, se déshabiller, se mettre au lit, en sortir, d'effectuer des actions du quotidien. On peut également retrouver dans cette catégorie-là la dextérité manuelle. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, là, c'est mon collègue de travail qui est en fauteuil roulant. Il y a aussi des problèmes de difficulté, dextérité. Donc, il y a toujours la main en point comme ça, là.
Fait que, il s'organise très bien, il est très débrouillard, mais c'est des problèmes de dextérité. Ensuite de ça, il y a l'intellect. L'autisme, ben, c'est des limitations dans les capacités de comprendre, d'apprendre, de s'exprimer. Cette diapositive vous parle des mots respectueux. Les personnes handicapées retirent un grand avantage à être traitées comme tout le monde. La pitié ne leur apporte aucun réconfort. Exemple, se faire dire, ah, pauvre petite, c'est parce que j'ai 56 ans, puis je suis pas pauvre. Celle que j'entends le plus souvent, c'est ah oui, tu travailles? Ben oui. Faut faire attention aux expressions, comment être aussi, comment être la personne handicapée. Tout comme l'attitude, les mots qu'on utilise sont un facteur important à considérer. Certains mots peuvent être blessants. Ne soyez pas mal à l'aise si vous dites à une personne qui a des problèmes de vision, viens voir. On dit ça tout le monde, là. Même elle dit peut-être. Quand on me dit à moi, mon copain se fait chicaner par ses amis parce qu'il m'a dit, viens-tu prendre une marche? Ben, c'est parce que j'en prends des marches, moi aussi. C'est des expressions de la vie courante. Faut pas s'arrêter à tout ça, sinon, on va capoter. Puis, ça blesse pas une personne handicapée. Des pistes de communication, ben, le respect, la décence. Décrivez la personne et non le handicap. Comme exemple, dites la personne handicapée et non l'infirme. La décence, ne mentionnez le handicap ou la déficience d'une personne que si c'est approprié. On prend exemple dans les milieux médicaux, on va poser des questions peut-être. Puis là, ça va être approprié. Mais si c'est quelqu'un qui visite un musée à quelque part, puis qu'on lui demande, hey, c'est quoi que t'as eu? C'est pas le temps. Si vous êtes chum avec, vous la connaissez depuis longtemps, peut-être. Mais, en parfait inconnu, là, non. Ne vous appuyez pas sur l'aide technique. Ah oui. Quand quelqu'un me parle, puis qu'il s'appuie sur mon fauteuil roulant, là, ça revient au même que si je vous parlais à vous, puis je m'accotais sur votre épaule, ou sur votre bras. Donc, non. Pour la personne handicapée, le fauteuil roulant, la marchette, la canne, toutes les aides techniques qui existent, mais ça fait partie d'eux. Donc, accote-vous pas sur moi. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, de la compréhension, ben oui, il faut être compréhensif dans certaines situations. Utilisez des images simples. Évitez les images qui évoquent la pitié, la culpabilité. Agissez comme vous le feriez avec tout le monde. C'est ça qui fait que la personne handicapée, elle va se sentir bien dans la société. Quoi éviter dans nos conversations? Ben, clouer dans un fauteuil roulant. Ben oui, moi, je suis pris là 24 heures sur 24. Je couche même dedans. Infirme. Ben, petite, il y avait une cordonnerie sur la rue Radisson et son affichage disait souliers pour infirme. Déjà, en bas âge, ça m'insultait. Je suis pas infirme, là, je suis capable de faire des affaires. Puis l'expression pauvre petite, c'est parce que, voilà, hein? Bon, et petite, je suis comme vous. Évitez aussi les mots comme arriéré, retardé mental, malade mental, mongol, fou. C'est des expressions à éviter. Mais ça, je pense que la société commence à faire plus attention de ce côté-là, là. Handicapé, infirme, invalide, estropié, boiteux, souffrant de, frappé de, privé de, affligé de, affligé de, puis souffrant de, là, je m'excuse, mais moi, je souffre pas, là. Mon collègue de travail non plus, là. On souffre pas personne. Sourd, sourd-muet, aveugle. Sourd-muet, là, c'est à proscrire totalement parce que on peut avoir des incapacités auditives puis pas être capable de parler, comme on peut avoir une incapacité auditive, parler, mais parler un petit peu différemment. Donc, c'est pas muet. Ben, au lieu de dire handicapé, on dit une personne vivant avec des difficultés fonctionnelles ou personne handicapée. C'est encore mieux parce que ça montre que je suis une personne avant d'être handicapée. C'est la même chose pour toutes les personnes handicapées. Personne ayant une incapacité, un handicap, une déficience congénitale,
Donc, elle est née avec, ce qui est mon cas à moi. Personne ayant un handicap intellectuel, personne vivant avec une déficience intellectuelle. Pour en savoir plus sur le sujet, ben, le site de l'Office des personnes handicapées donne pas mal d'informations sur les expressions à employer et à proscrire. Ce que vous devez vous souvenir, en aucun cas, vous devez exiger de la personne handicapée des frais supplémentaires associés à l'adaptation de documents, par exemple, ou d'un service offert au public. Si vous offrez des services directement à la population, vous devez vous assurer que l'assistance d'une interprète visuelle qualifiée ou l'adaptation d'un document lorsque requis vous êtes obligé de le fournir. Puis l'interprète visuel qualifié, c'est quelqu'un qui va parler le langage des signes. En aucun cas, vous devez exiger des frais supplémentaires pour ça. Je donne un exemple. Il y a une compagnie de taxi qui a été amenée au droit de la personne parce qu'elle chargeait plus cher pour pouvoir déplacer le fauteuil roulant en valise ou etc. On lui a tapé sur les doigts. Elle n'a pas le droit de faire ça. Quelques conseils. Demandez à la personne handicapée si elle a besoin d'aide plutôt que de vous imposer puis d'agir à sa place. Pourquoi j'ai dit demander à la personne handicapée? J'ai déjà vécu une situation dans un centre commercial où il y a double porte et la personne, le monsieur qui voulait offrir son aide, sans le demander, poussait sur la porte par en dedans. Il était pas dehors. Il était entre les deux portes, donc il poussait avec sa main comme ça. Puis c'est moi qui lui ai demandé de sortir, parce que s'il était resté comme ça, il y aurait eu des bonnes chances que je lui pile ses pieds. Puis un fauteuil roulant motorisé, ses pieds, c'est pas évident. Ça m'offusque pas qu'on demande si on peut m'aider, parce que dans une situation comme celle-là, j'étais capable de me débrouiller toute seule. Mais dans une autre situation comme à l'épicerie, quelqu'un me propose son aide, ça arrive régulièrement, surtout quand je regarde des canages sa tablette d'en haut. Donc, là, oui, ça m'offusque pas de m'en débrouiller parce que oui, j'ai besoin d'aide. Pareil comme moi, ça me dérange pas aussi de le demander à la personne qui est à côté de moi si elle peut m'aider. Demandez comment vous pouvez l'aider. Là, oui, c'est sûr, dans une épicerie, tout va bien. C'est la canne, elle apprend à me la donne. Mais dans le cas du monsieur qui ouvrait la porte, ben, je lui ai dit de sortir. Puis ça peut être pour plein de choses. Transporter des paquets ou peu importe. Demandez-lui de quelle façon vous pouvez l'aider. Surtout si c'est pas évident. La personne handicapée est la mieux placée pour vous dire ce qu'elle a besoin. Évitez certains gestes, propos, gestes qui infantilisent une petite personne qui parle à quelqu'un qui est non handicapé et l'interlocuteur se penche comme s'il parlait à un enfant pour y parler. Faites pas ça. La personne handicapée qui nécessite du soutien, mais reste un adulte qui s'exprime. Si vous êtes pour parler longtemps avec elle, asseyez-vous sur une chaise pour pas qu'elle ait le cou cassé trop longtemps. Mais si c'est juste pour une couple de minutes, ben restez debout. C'est encore mieux que de se pencher comme si l'autre personne était un enfant. Puis ça arrive pas juste aux petites personnes, ça arrive à moi qui est en fauteuil roulant ou peu importe. Dès qu'on est plus bas un peu, on dirait que les gens se donnent comme devoir de se pencher à notre hauteur. Mais non, ne faites pas ça. Ensuite, adressez-vous à elle. Parlez directement à la personne handicapée. Faites-le pas en regardant son fauteuil, sa marchette, parce que vous n'avez jamais vu des pareils. Ben, vous les examinerez quand elle sera partie, qu'elle s'en ira plus loin. Parlez-lui à elle. Un exemple, à l'épicerie, j'ai entendu un monsieur passer à côté de moi puis dire à sa femme, elle est bien beau son fauteuil roulant. Oui, c'est le fun, mais ça aurait été le fun qu'il m'en parle à moi aussi, tu sais, ou qu'il le dise plus bas à sa femme que je l'entende pas. Ensuite, si la personne handicapée, elle peut pas vous répondre, puis si elle est accompagnée, l'accompagnateur va se charger de vous aider à la comprendre. Mais on s'entend que l'accompagnateur, c'est quelqu'un en dernier recours. Parlez directement à la personne handicapée, même si c'est l'accompagnateur qui répond à vos questions parce que ça concerne la personne handicapée. Si la personne est accompagnée, on va donner plus de détails. C'est une personne ressource, un aide de dernier recours.
Soyez patient avec la personne handicapée. Parlez à la bonne personne. Même si la personne handicapée est accompagnée, parlez directement à la personne handicapée. Même si ça fait plusieurs fois qu'elle vient à votre bureau, puis que vous le savez que c'est toujours l'accompagnateur qui répond à vos questions, mais parlez aussi à la personne handicapée, qu'elle soit incluse dans la conversation, pas qu'elle se sente exclue, on règle tout pour moi, puis je ne me considère pas, là. Parlez normalement, adressez-vous à la personne handicapée comme vous le feriez avec n'importe qui d'autre. C'est pas nécessaire de crier, de parler plus fort, de ralentir son débit comme ça, mais parler normalement. Ensuite, des conseils d'ordre général. Faites pas de suppositions, dans le sens que on voit une personne handicapée, puis on présume à l'avance ses capacités ou ses incapacités. Toutes les personnes handicapées peuvent vous surprendre parce qu'ils ont toutes une façon différente ou à peu près de réagir ou d'interagir avec vous. On a toutes des capacités, on développe des moyens pour les combler, donc on n'a pas besoin que vous supposiez à ma place. Une personne handicapée a aussi des émotions. Ce n'est peut-être pas de sa meilleure journée. Elle s'est peut-être levée du mauvais pied. Avant d'arriver devant vous, elle s'est peut-être chicanée avec quelqu'un dehors. On ne le sait pas. Donc, elle a des émotions, elle aussi. Je rajouterais ici que aussi, la personne handicapée, là, acceptez pas des comportements d'elle que vous accepteriez pas de quelqu'un d'autre qui est non handicapé. C'est pas une raison. Puis il faut savoir que parmi les personnes handicapées, ben, il y en a des fins, des pas fins, des bien élevés, des mal élevés, des impolis, des pas polis, des polis, c'est-à-dire. Fait que c'est tout comme la société en général. Informez-vous sur les services accessibles les plus près de chez vous ou les plus près de votre bureau. La salle de toilette est où? La salle de toilette accessible, naturellement. Les ascenseurs sont où? Il y a une partie de comptoir à baisser pour que la personne handicapée puisse signer des documents ou remplir des documents, même si c'est en fauteuil roulant ou petite personne. Ben, il est où ce comptoir-là à baisser? C'est toutes des petites choses que la personne handicapée va trouver intéressante que vous sachiez répondre directement à sa question. Puis ça peut être d'autres situations aussi, d'autres choses, là. Si vous avez un service dans votre établissement qui est accessible, qu'on voit pas ailleurs, ben, parlez-en ou soyez au courant que ça existe. Les conseils d'ordre général concernant la pandémie, ben, le couvre-visage. Certaines personnes handicapées ont des exceptions, soit parce qu'elles sont pas capables de mettre leur masque ou ont une déformation faciale qui l'empêche de porter un masque, de se sentir bien dans un masque. Elle n'est pas en mesure de comprendre l'obligation. Ça les déstabilise. Quand on parle à des personnes qui ont l'autisme, trouble du spectre de l'autisme, ben ça les désorganise. Les problèmes de concentration aussi, ça peut complètement les stresser. Vous n'avez pas le droit d'exiger une note médicale. Aucune note est exigée de ce côté-là. L'accompagnement. Plusieurs personnes handicapées ont besoin d'être accompagnées, mais ça se peut que la personne qui accompagne vive pas nécessairement avec la personne handicapée. Donc, vous pouvez pas l'empêcher de rentrer parce qu'ils sont pas à la même adresse. On s'imagine que toutes les personnes handicapées se connaissent entre elles. Combien de fois j'ai entendu Hey, tu connais-tu un tel, il est en fauteuil roulant ici? Non, je connais pas, je connais pas toutes. Euh, c'est faux. Une personne handicapée ne peut rien faire d'elle-même ou ne peut pas comprendre. Ben, certains vivent en appartement tout à fait autonome. D'autres travaillent, sont aux études, même universitaires, maîtrise, doctorat. Il y en a. J'ai jamais rencontré, mais j'ai entendu parler dans la région ici, une petite personne et camionneur. Donc, il a arrangé sa cabine de camion pour pouvoir monter dedans. Tout est possible aujourd'hui avec les adaptations adéquates. Donc, la réponse, elle est aussi faux. Déficience auditive. De ce côté-là, il y a trois types de déficience auditive. Il y a les sourds, ceux qui entendent absolument rien depuis la naissance. Il y a les devenus sourds, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des événements qui émettaient beaucoup de bruit dans leurs oreilles de façon constante sur une longue période. Ben, il y a des bonnes chances qu'ils deviennent sourds. Il y a les malentendants. Eux comprennent certains mots, essayent de faire une phrase avec ça,
Il y a beaucoup de jeux de devinettes là, avec les malentendants. Une personne sourde, elle n'entend pas, elle n'entend rien. Elle utilise le langage des signes, le langage gestuel pour comprendre. Donc, ça se peut qu'elle ait besoin d'un interprète. Il y en a beaucoup qui lisent sur les lèvres. Il faut savoir que beaucoup d'entre elles arrivent à vous comprendre juste en lisant vos lèvres. Une personne devenue sourde, elle a une incapacité auditive importante, mais elle avait appris à parler avant. Donc, elle est probablement capable de parler encore. Ça se peut qu'elle vous parle, qu'elle soit à l'aise de vous parler. Puis ça se peut aussi que vous entendiez une petite voix bizarre. Mais concentrez-vous plus sur ce qu'elle dit que sa voix. Ce serait important à considérer. Une personne malentendante, ben elle utilise des restes auditifs qu'on dit. Elle entend un petit peu, ça peut varier de léger à sévère. Il y a des appareils aussi pour les aider. On pense à un petit microphone dans une salle de réunion. La personne malentendante va mettre le petit appareil au milieu de la table. Tout ça va recueillir tout ce que les gens disent, puis elle, ça va sortir dans son orthèse ou dans quelque chose qu'elle a dans les oreilles. Et les personnes qui vivent avec une incapacité auditive devenues sourdes ou malentendantes peuvent entendre certains sons, mais avoir de la difficulté avec d'autres, comme la difficulté avec le téléphone qui sonne, une personne qui parle à l'intercom, le message sur la boîte vocale, des indications vocales d'un ascenseur, ça aussi, elle peut avoir des difficultés. Ceux qui sont devenus sourds, ben, une alarme incendie, là, ils n'entendront pas. C'est pour ça qu'on installe des alarmes stroboscopiques. Ça fait une grosse lumière qui tourne, là. C'est pour ces gens-là. Une petite information toujours sur la déficience auditive. 32% des personnes ayant une incapacité auditive déclarent pouvoir lire sur les lèvres. Lire sur les lèvres, on appelle ça la lecture labiale. C'est plus facile avec les femmes qui portent du rouge à lèvres, par exemple. C'est sûr qu'il faut faire attention aussi pour pas parler à la personne penchant sur un clavier, en mâchant de la gomme ou en parlant avec la main sur la bouche comme ça. Faut qu'elle voie votre bouche pour pouvoir faire de la lecture labiale. Leur moyen de communication pour compléter, ben ça peut être le langage des signes, ça peut être la lecture, les gestes, les signes. On fait des gestes dans le quotidien de tous les jours, si ce n'est que bye bye, au lieu de dire ben bonjour madame. T'sais. C'est des choses qu'on peut ajouter. Notre corps parle, nos gestes parlent. Vous pouvez utiliser aussi des objets, des affiches, un document, un pamphlet qui a des choses écrites dessus. Maintenant, je vous présente une petite vidéo faite par le CIUS de la capitale nationale sur la lecture labiale. Dans le prochain exemple, je vous invite à prendre conscience de l'importance de voir le visage et de pouvoir permettre la lecture sur les lèvres à la personne qui est devant vous. On dit que la surdité est congénitale lorsqu'elle est présente dès la naissance et qu'elle est acquise lorsqu'elle survient plus tard dans la vie. La surdité peut apparaître avant ou après la période d'acquisition du langage. On dit que la surdité est congénitale lorsqu'elle est présente dès la naissance et qu'elle est acquise lorsqu'elle survient plus tard dans la vie. La surdité peut apparaître avant ou après la période d'acquisition du langage. Avez-vous remarqué comme il est plus facile de comprendre le même message en permettant la lecture sur les lèvres et en laissant voir son visage? Alors, pour que cette stratégie soit optimale, il faut que l'éclairage soit confortable pour la personne qui vous regarde. Il faut avoir une distance rapprochée. 1 mètre est souvent l'idéal. Il faut aussi soigner son articulation. Nul besoin d'exagérer l'articulation. Une articulation tout à fait normale va suffire. Il faut toutefois éviter de parler en mettant les doigts dans son visage ou en mettant une main qui ne permet pas la lecture sur les lèvres. Chez les personnes qui ont une déficience auditive, la prothèse auditive, elle ramène pas complètement l'usage de l'ouïe. Il faut savoir que la prothèse auditive, elle amplifie les mots, les sons. Si vous êtes
devant la personne que vous lui parlez directement, ça va être vous, le premier son qu'elle va capter, la prothèse. Mais si vous êtes assis dans un restaurant, puis qu'il y a un paquet de monde qui jase, la vaisselle qui brasse en cuisine, ben ça amplifie tous ces mots, ces sons-là. Donc, elle va peut-être avoir un petit peu de difficulté à vous comprendre quand même à suivre une conversation. Une salle d'attente bondée de monde qui parle fort, là, elle va avoir des difficultés. Ensuite, ça améliore pas la clarté, autrement dit. Les critères pour avoir un timbre-oreille, la petite image que vous voyez là, ben, il y en a pas. C'est en vente libre. Certains établissements l'affichent pour montrer que ils ont ces quelques notions-là que je vous enseigne aujourd'hui pour comprendre plus facilement la personne qui a une déficience auditive. Puis ça se peut aussi que la personne handicapée avec une déficience auditive vous présente ce timbre-là bleu. Mais c'est parce qu'elle veut vous dire qu'elle a des difficultés auditives. Quelques trucs. Informez-vous auprès de la personne qui a une déficience auditive quel mode de communication elle veut utiliser. Écrire, les affiches, les signes. Surtout si vous convoquez la personne dans une réunion, demandez-lui, elle a-t-il besoin d'un interprète? Quelques trucs en personne. Si la personne est devant vous, ben, attirez son attention. Il y a bien des façons, là, mais essayez de ne pas y faire le saut. Placez-vous en avant d'elle pour lui parler. Comme ça, elle va pouvoir lire sur vos lèvres. Parlez lentement, clairement, en articulant sans exagérer. Parce que si on exagère ou si on parle plus fort jusqu'à crier, ben ça déforme le visage. Donc, elle pourra pas lire sur vos lèvres. Ça va être plus difficile à ce moment-là. Privilégiez un endroit calme. Vous l'amenez dans un bureau à part. Vous pouvez aussi utiliser des phrases courtes et simples, des phrases qu'on va pouvoir répondre par oui ou par non. Des fois, ça aide beaucoup. Prenez des mots, comme je vous disais, simples à comprendre. Assurez-vous que la personne qui lit sur vos lèvres a bien compris. Demandez-lui de vous démontrer qu'elle a compris. On a ici un autre petit vidéo, cette fois qui explique ralentir le débit. Les personnes malentendantes ont beaucoup de difficultés à décoder un message qui est dit rapidement. Le prochain exemple sert à illustrer l'impact du débit de la parole pour percevoir un message. La surdité est un problème audible dont on parle peu. La surdité peut facilement passer inaperçue et ça, souvent, les personnes ont tendance à cacher leur surdité. Par conséquent, c'est un trait sensible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Voici maintenant le même extrait parlé plus lentement. La surdité est un problème invisible dont on parle peu. La surdité peut facilement passer inaperçue et fort souvent, les personnes ont tendance à cacher leur surdité. Par conséquent, peu d'entre elles consultent. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Dans cet exemple, vous avez constaté la différence entre un débit de parole très rapide et un débit de parole très lent. Ce qu'il faut retenir, c'est plus on parle lentement, plus le décodage est facilité pour la personne malentendante. Pensons juste à une conversation téléphonique où la personne n'a pas accès aux indices donnés par votre visage et la lecture des lèvres. Le fait de parler lentement va simplifier la compréhension du message. D'autres trucs, lorsque la personne parle, interrompez-la pas. C'est déjà difficile pour elle si elle parle avec une voix un petit peu étrange. Donc, interrompez-la pas. Concentrez-vous, comme on l'a déjà dit, sur ce qu'elle dit, pas sur sa voix. Assurez-vous que vous avez bien compris ce qu'elle vous dit. Vous pouvez lui poser des questions, qu'elle peut répondre par oui ou par non, pour savoir si vous avez bien compris. Dans une salle d'attente, avertissez la personne qui appelle les gens parce que c'est à leur tour. Avertissez-les qu'il y a une personne qui a une déficience auditive dans la salle puis qu'elle comprendra peut-être pas. Donc, il va falloir aller la chercher. Par téléphone, il y a bien des moyens de communication. Certaines personnes qui sont sourdes complètement utilisent un ATS qu'on appelle
mais on en voit de moins en moins. L'ATS, c'est un appareil qui permet à la personne handicapée de taper son texte, puis il y a le service de relais BEL qu'on appelle, qui va traduire à l'interlocuteur ce que la personne vient d'écrire. C'est un service gratuit, le relais BEL. On appelle ça des appareils de télécommunication. Le télécopieur, les courriels sont d'excellents moyens de communication. De là, vous êtes sûr que vous allez vous faire comprendre. Pour convoquer la personne, prévoyez un délai. Comme elle disait tantôt, si elle a choisi de venir accompagnée d'un interprète ou si vous demandez les services d'un interprète, ça prend un délai raisonnable. Il y a aussi le fait que cette personne-là va peut-être avoir besoin de transport adapté. Donc ça, il faut réserver 48 heures à l'avance. Un autre petit quiz, on s'imagine que les personnes sourdes et les personnes malentendantes voient mieux que les personnes entendantes. D'après vous? Moi, je vous dis que c'est vrai et faux. C'est vrai qu'elles se fient énormément sur la vue, mais elles ont le même champ de vision que vous autres. Elle verra pas plus en arrière que vous voyez. Par contre, elle a développé un sens de l'observation extraordinaire. Et les personnes sourdes ne peuvent pas conduire. C'est faux. On installe des miroirs additionnels sur l'auto, la moto, la bicyclette pour avoir un champ de vision maximal. En temps de pandémie, les personnes qui ont une déficience auditive, sortez de derrière le plexiglas pour parler. Vous pouvez rester à 2 mètres, ça, il n'y a pas de problème. Je vous dirais qu'avant la pandémie, les comptoirs de réception ou d'achat de tickets, il y en a qui ont des vitres puis juste un petit trou dans le milieu, là. Ça, c'est la hantise des personnes qui ont des difficultés auditives. Parce qu'il y a des reflets dans la vitre. Donc, ça se peut qu'elle ne voit pas votre bouche complètement, adéquatement. C'est la même chose avec les plexiglas. Donc, essayez de sortir de derrière votre plexiglas. Restez à 2 mètres. Le point de plus qu'on peut dire, c'est les masques avec une fenêtre. Ça aussi, ça aide beaucoup, si vous restez pas à 2 mètres. Mais vous pouvez rester à 2 mètres comme les recommandations sanitaires le disent. La personne qui parle en arrière de plexiglas, votre voix apporte moins. Donc, si elle entend un petit peu, ça se peut qu'elle vous entende carrément plus là, avec le plexiglas. Ici, vous avez la diapositive avec toutes les ressources pour vous aider avec la déficience auditive. Le service de relais BEL, un service d'interprète et les différents organismes de la Mauricie et du Centre Québec qui peuvent vous aider. En ce qui concerne la déficience visuelle, vous avez un bon exemple en image ici, les différents types de problèmes visuels. Puis ce sont des gens qui ne peuvent pas lire des caractères ordinaires d'un journal, voir clairement le visage de quelqu'un à distance de 4 mètres, même si elle porte des lunettes de lentilles cornéennes, des verres de contact qu'on appelle plus communément. Ce qui est mon cas à moi, mes lunettes corrigent le problème, donc je ne suis pas considérée comme ayant des difficultés fonctionnelles au niveau visuel. Un bel exemple de voir comment une personne handicapée visuelle peut vivre, les difficultés qu'elle peut rencontrer, c'est en ce moment à Radio-Canada, nous sommes en 2021, l'émission 6 degrés. Le personnage principal a une déficience visuelle, puis comment il décrit son problème, c'est comme s'il regardait à travers une paille. Fait que vous imaginez qu'il y en a que le petit rond clair au milieu, il est beaucoup plus petit, là. On a un chien guide qui porte son harnais, considéré qu'il est au travail. Plus de la moitié des personnes qui ont une déficience visuelle sont âgées de 65 ans et plus. Le phénomène du vieillissement de la population, ce qui est tout à fait normal. Puis la grande majorité de ces personnes-là utilisent une canne blanche. La canne blanche ne veut pas dire nécessairement qu'on est complètement aveugle, qu'on voit absolument rien. C'est juste une sécurité pour le déplacement de la personne. Si elle voit très peu ou embrouillée tout le temps, la canne lui fait voir les obstacles en avant d'elle, puis c'est une sécurité. Il y a aussi le fait que cette canne-là, on identifie nous, on va l'identifier comme une personne qui a une déficience visuelle. Donc, on va peut-être faire plus attention quand on va passer près d'elle. Si vous parlez avec une personne qui a une déficience visuelle, puis qu'il arrive quelqu'un dans le groupe, présentez-la
faites-la parler pour qu'elle reconnaisse la voix. Si, au contraire, vous jasez dans le corridor avec votre meilleur chum, puis il passe une personne qui a une déficience visuelle à côté de vous, arrêtez-vous pas de parler. Parce que elle, ça lui dit, oups, il y a quelqu'un à droite. Donc, elle va faire plus attention. Une petite anecdote que j'ai entendue concernant la canne blanche. Un monsieur est à l'épicerie et a une canne blanche, mais il prend un canage, ses tablettes, et il l'approche beaucoup, beaucoup de sa face pour lire les caractères. Puis là, ben, les commentaires qui viennent d'à côté d'une personne, ben là, il est pas aveugle. Pourquoi qu'il y a une canne blanche? C'est ça, je vous dis, c'est une question de sécurité. Repérez là la personne qui a une déficience visuelle. Elle va porter des lunettes à l'intérieur, elle a une canne blanche ou un chien de guide. Elle approche toutes les dépliants ou les trucs, elle est très très proche de son visage. Encore, elle se déplace en longeant les murs. Mais là, vous savez que c'est quelqu'un qui a une difficulté visuelle. Il faut vous approcher d'elle à ce moment-là. Pour l'aider, ben, laissez-la pas à elle-même, en plein milieu d'une salle où ça bouge beaucoup autour. Laissez-la pas là. Amenez-la près d'une chaise, près d'un mur, qu'elle ait quelque chose pour se tenir. Pas qu'elle ait des difficultés à marcher, juste pour pas qu'elle soit en plein milieu de la place puis qu'elle sache pas trop où aller. Ben là, au moins, elle va pouvoir s'asseoir ou dire, ben, je suis sur le mur, moi, suivre le mur. Pour vous approcher d'elle, ben, touchez-la légèrement, sans faire le saut. Puis placez-vous devant elle pour lui parler. Comme ça, votre voix projette mieux. Et au moins, elle va savoir que vous lui parlez à elle si elle voit un petit peu, là. Puis on s'en rend compte quand quelqu'un parle en avant de nous, à côté de nous, même sur les yeux fermés, on le sait que la personne est en avant ou à côté ou à gauche. Et donc, eux aussi le savent. Évitez de hausser la voix. Je l'écris parce que on le fait toutes. Mais la personne, elle a une déficience visuelle, elle n'est pas sourde. Donc, ça donne rien d'élever la voix. Évitez de vous tenir devant une lumière ou une fenêtre où il y a le gros soleil dehors. Là. Ça va l'éblouir si elle voit un petit peu. Puis le petit peu qu'elle peut voir de votre visage, ben c'est le fun qu'elle puisse le voir. Vous pouvez lui offrir de la guider. Si elle accepte, ben il y a des façons de faire. Présentez-lui le bras afin qu'elle puisse tenir votre coude. Vous marchez un demi-pas en avant d'elle, tenez votre bras à 90 degrés, elle va s'accrocher à votre coude. Pourquoi on dit ça? Ben, premièrement, vous allez la conduire où il faut qu'elle aille. Et autre chose, ben, en tenant votre coude, si vous descendez d'une marche, elle va le sentir. Si vous remontez une pente, ben, c'est vous qui allez monter avant elle, donc elle va le sentir. En fin de compte, présentez-vous comme un jeune marié, là, en lui tordant le bras. Ça va très bien l'enfant. Avancez à votre rythme habituel. C'est pas nécessaire de ralentir parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui tient votre coude ou votre bras. Vous pouvez dire verbalement, ah, ici, il y a un escalier, là, faites attention, on s'en va dans le gazon, juste pour l'avertir de ce qui l'attend. Puis qu'elle reste pas surprise si c'est quelque chose un gros changement, là. Évitez d'utiliser des mots comme par là ou par ici. Dites-lui plutôt, on va tourner à gauche, on va tourner à droite. On va aller jusqu'au bout du corridor, des termes plus précis. Présentez-lui les personnes qui se joignent à vous. Puis demandez-leur qu'ils se présentent, c'est une question de politesse. Puis en même temps, ben, on va associer leur voix à leur nom. Puis avisez la personne qui a une déficience visuelle que vous devez partir ou que vous devez la quitter, même si c'est juste pour 2 minutes. Là. Puis laissez-la pas au milieu de la place, là, dans un air ouvert. Amenez-les près d'une chaise, près d'un mur, puis vous pouvez lui dire, ben, faut que je te laisse, mais je vais revenir, ou je te laisse ici, puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir te chercher. Si elle refuse, ben, c'est parce qu'elle sait qu'elle est capable de se débrouiller. Puis, à ce moment-là, vous pouvez lui offrir de décrire les lieux, puis le chemin à parcourir. Mais encore une fois, utilisez pas des termes trop vagues. Vous pouvez lui dire, marche jusqu'au bout du corridor, tourne à gauche à la première porte, dans une salle d'attente. Avisez l'intervenant. Parce que s'il y a des panneaux indicateurs, elle verra pas nécessairement ce qu'il y a décrit dessus. Je pense à une salle d'attente d'hôpital, entre autres. S'il y a un intervenant qui va venir la chercher, ben,
dites-lui à la personne qui a une déficience visuelle, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher. Puis si elle se rend fréquemment dans votre bureau ou à votre guichet, à l'hôpital, peu importe, parce qu'on prend de son sang régulièrement pour vérifier tout l'examen et tout, ben si elle va souvent là, ou si elle va souvent à votre bureau, évitez de déplacer les meubles, les éléments qu'elle doit utiliser. Entre autres, en ce moment, là, on utilise toute la bouteille pour se nettoyer les mains, mais changez-la pas de place trop souvent si les personnes handicapées visuelles vont souvent à votre bureau. Si elle a des difficultés à lire, ben, vous pouvez lui offrir de lire le document pour elle, de le remplir à sa place. Par contre, signez-le pas à sa place. Indiquez-lui plutôt avec votre doigt l'espace prévu pour la signature. Puis évitez de prendre sa main pour signer. Parce que là, premièrement, ça sera plus son écriture à elle. Puis deuxièmement, vous lui prenez la main pour l'obliger à faire quelque chose. Si vous placez plutôt votre main puis qu'elle place la sienne par-dessus, ben vous pouvez la guider jusqu'à l'endroit où il faut écrire, où il faut signer. Si vous convoquez une personne handicapée visuelle, ben prévoyez un délai raisonnable. Elle va sûrement avoir besoin de transport, donc le transport adapté. Informez-vous de la façon dont elle lit ses documents. Donnez des points de repère. Un mur, une porte, une rampe. Comme ça, pour se rendre à votre bureau, ben, on va se reconnaître. Puis pour sortir de votre bureau aussi après. Assurez-vous qu'elle a tout récupéré ses biens. Puis vous pouvez lui indiquer, ben, en sortant du bureau, la porte est à gauche. Des choses comme ça. On s'imagine que une personne vivant avec une déficience visuelle ne voit rien du tout. Ben, on vient de le voir, c'est pas le cas. Sur le 100% de personnes handicapées visuelles, il y en a juste 7% qui ne voient absolument rien. Les autres voient des ombres ou les différents types qu'on a vus précédemment. Dans un groupe de personnes handicapées, il y a une personne handicapée visuelle, elle voit absolument rien. Sauf que elle voit blanc. Donc, quand elle se lève le matin, elle sait que c'est le jour. Elle n'est pas dans le noir. Elle voit blanc. Ça aussi, c'est assez rare. En temps de pandémie, maintenant, essayez de garder toujours à la même place les stations d'hygiène aux entrées. Le port du masque. Soyez vigilants, voir si elle le porte comme faut, parce que ça se peut que quand on le met pas comme faut, ça bouche le peu de vision, ça cache le peu de vision qui nous reste, parce qu'il est mal ajusté. Passons maintenant au trouble de la parole et du langage. Le trouble de la parole, ben, c'est des difficultés à prononcer, à articuler comme il faut, à utiliser correctement sa voix. On met dans cette catégorie-là la dysarthrie, qui est une difficulté d'élocution due à une lésion du centre moteur du langage. Il y a aussi le bégaiement, l'aphasie, la dysphasie, etc. Dans le trouble du langage, là, on voit plus des personnes qui ont des difficultés à choisir les mots, à les combiner pour faire une phrase ou une expression, ou à comprendre le sens des mots, des phrases, du discours, puis même des règles sociales de la communication. C'est une simulation de la dyslexie, en fin de compte, qui peut arriver, ça rentre dans cette catégorie-là aussi, là. Les personnes qui sont dyslexiques ne voient pas les lettres comme tout le monde, les caractères comme tout le monde, donc ça lui pose des difficultés d'apprentissage. Mais quand ils lisent un mot, c'est toujours comme s'ils déchiffraient pour la première fois, à chaque fois, même si c'est le même mot. On a un exemple ici, la première phrase, faut se concentrer, on remarque qu'il faut se concentrer pour pouvoir déchiffrer, mais c'est, vous avez un ordinateur. La deuxième, sont pas mélangées, mais sont pas de fin de mots, en fin de compte. C'est comme tout séparé. Là, à ce moment-là, la phrase ici, ça prend encore du temps pour la déchiffrer, et c'est la lutte vers la réussite, la réponse. Donc, c'est aussi difficile pour eux qu'il est difficile pour vous, de lire ces exemples-là. Quelques trucs. Établissez le contact visuel
avec une personne qui a un trouble de la parole ou du langage. À privilégier les endroits calmes. Parce que c'est sûr que si il y a plein de monde qui parle, qui jase autour, ça va la distraire. Donc, elle va avoir encore plus de difficultés. Laissez-la s'exprimer ce dont elle a besoin. Exprimer selon ce dont elle a besoin. Soyez attentif à son langage corporel. Ça aussi, on l'a déjà dit dans d'autres diapositives pour d'autres types de déficiences, mais le langage corporel, ça aide beaucoup. Évitez de l'interrompre, parce que là, elle va perdre son idée, puis elle va encore commencer à le chercher. Ne faites pas semblant d'avoir compris, c'est insultant. N'hésitez pas à lui demander à la personne de répéter ce qu'elle vient de dire. Elle va sûrement le répéter avec d'autres mots, mais ça va vous aider à comprendre. Résumez ce que vous avez compris dans d'autres mots. Comme ça, vous pouvez pouvoir vous dire, oui, c'est ça que je veux. Ou non, c'est pas ça. Donc, elle va reprendre. Posez des questions fermées et simples. Fermées qu'elle peut répondre par oui ou par non. Évitez les jeux de mots trop abstraits. Formulez des phrases courtes et mimer simultanément. Vous pouvez utiliser aussi des affiches, des dépliants, des supports visuels. Puis, même si vous parlez plus fort, elle comprendra pas plus. Le premier mot qu'une personne aphasique emploie, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'elle veut dire. Il y en a beaucoup de mots qui finissent par les mêmes syllabes ou débutent par les mêmes syllabes. Donc, ça se peut que ce soit pas le bon mot qu'elle veut dire. Ce qui est aussi très important, il faut savoir respecter ses limites. Si vous sentez que vous allez perdre patience, c'est plus possible de communiquer, demandez à quelqu'un d'autre pour de venir vous aider ou de vous remplacer. Puis il se peut que la personne hausse la voix, mais ça, c'est pas parce qu'elle est fâchée, là. C'est juste parce qu'elle a de la misère à se faire comprendre, puis elle s'impatiente elle-même, là. Elle est pas fâchée après vous, elle est fâchée parce qu'elle a des difficultés à se faire comprendre. On s'imagine que les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer ou à se faire comprendre ont aussi une déficience intellectuelle. Mais la réponse, c'est faux. Peut ne pas avoir de lien avec la déficience. Oui, dans certains cas, les personnes handicapées qui ont plusieurs types de déficiences. Sauf que ça veut pas nécessairement dire ça. En temps de pandémie, ben, quand vous allez lui parler avec un déguisement, mettons, surtout à l'hôpital, les infirmières, les médecins qui sont toutes cachés dans des uniformes, ou si à votre bureau, vous portez un masque, des lunettes, une visière qu'on appelle, ben ça va peut-être faire qu'elle ne vous reconnaîtra pas de suite, là. Même nous, entre nous, on a de la misère à se reconnaître quand on porte un masque. Ça m'arrive régulièrement, je rencontre quelqu'un sur la rue qui me dit bonjour Judith, puis moi je la reconnais pas partout, mais c'est juste parce qu'elle a un masque. Prenez le temps d'expliquer les consignes à la personne. Si vous avez une carte d'identification après vous, ben montrez-lui la carte. Soit ces cartes-là, ils ont une photo, là. Donc là, elle va faire l'association si elle vous connaît naturellement. La diapositive suivante, ben, c'est les ressources qu'il y a à Trois-Rivières. Passons maintenant à la déficience physique ou motrice. Une personne qui vit avec une déficience motrice, c'est généralement visible parce qu'elle a une aide technique. Fauteuil roulant, canne, marchette. Mais ça peut aussi être invisible chez les personnes qui sont amputées. Ils ont une orthèse en dessous du pantalon ou un bras qui porte tout le temps des longues manches puis cache sa main. Ça arrive, là, ça aussi. Une personne qui a une déficience physique n'a pas nécessairement, pas automatiquement, une déficience intellectuelle. Je peux vous raconter deux petites anecdotes dans ce cas-là. Un gars qui se fait engueuler parce qu'il est stationné sur un stationnement réservé, sort de sa voiture puis il marche jusqu'à la porte d'entrée. Ça arrive aujourd'hui que ces gens-là se fassent enguirlander, c'est pas engueuler, mais qu'on lui fasse voir que, hey, il n'y a pas d'affaire à se parquer là. Ben, cette personne-là,
elle se sent obligée à ce moment-là de lever son pantalon pour montrer qu'elle a une orthèse, une prothèse, on pourrait dire. Une autre anecdote, chez un notaire, personne handicapée physique est dans le testament de notre grand-parent et c'est elle qui reçoit l'héritage, mais au moment de faire la signature du testament, le notaire réplique, ben si elle va avoir besoin d'un tuteur, si elle hérite de tout comme ça. La personne qui fait son testament, de répondre brusquement, ben handicapé physique, ça veut pas dire handicapé intellectuel. Donc, ça se réglait là. Sauf que des années plus tard, quand la personne handicapée reçoit l'héritage et qu'elle rencontre le notaire en jasant avec, se rend compte que, ben, il est capable de gérer ses affaires. Fait qu'en sortant du bureau, le notaire s'excuse en disant, ben, votre grand-mère, elle avait raison de me répondre sur ce ton-là quand je lui ai dit que vous aviez besoin d'un tuteur. Quelques trucs, surtout si il y a des personnes handicapées vous offrant un service public. Il faut que le lieu soit accessible aux personnes en fauteuil roulant, à la marchette, à la canne, aux handicaps moteurs. Et on voit aussi des quadriporteurs maintenant. Regardez bien là, entre une rampe d'accès pas trop longue, là, puis un escalier, quel bord va prendre la personne qui est non handicapée? Bien souvent, c'est la rampe d'accès. Donc, la rampe d'accès ici, elle joue pour tout le monde. Est-ce qu'elle a accès aux services, aux commodités? Elle peut-tu se rendre à votre bureau facilement? Est-ce que c'est bien indiqué? Est-ce que les passages sont trop étroits parce que il y a une gang de boîtes dans le coin? Donc, c'est des choses à vérifier. Pour ce qui est du mobilier, assurez-vous d'avoir une partie de comptoir qui est plus basse. Si vous avez un comptoir haut, naturellement, là, d'en avoir une partie plus basse ou carrément de le mettre plus bas partout. Ça va permettre à la personne handicapée de pouvoir signer des documents s'il est en fauteuil roulant ou si c'est une petite personne. Dans votre bureau, prévoyez, si votre comptoir est très haut, ben prévoyez un support solide, là, comme une tablette avec une pince au bout, là, pour que la personne puisse la prendre, la mettre sur ses genoux et signer. En ce qui concerne la communication, ben parler à la personne en particulier, à elle directement, pas au fauteuil roulant. Respecter son rythme, parce qu'il y en a qui sont pas forts des bras, donc rouler un fauteuil, ils ont plus de difficultés. Puis si vous avez à lui parler pendant longtemps, si la conversation va être longue, ben asseyez-vous près d'elle pour pas qu'elle ait le cou cassé pendant toute la durée de la conversation. Quoi faire et quoi ne pas faire? Quoi faire si la personne vous autorise à pousser son fauteuil au roulant, dites-lui où vous l'amenez. Demeurez disponible et attentif. La personne, elle peut juste avoir des difficultés d'équilibre, des difficultés de se déplacer longtemps. Prévoyez une chaise. Si la personne a des difficultés d'équilibre, ben, elle va pouvoir s'asseoir. Considérez le chien d'assistance. On en voit aussi aujourd'hui des chiens qui sont pas des chiens guides, mais qui sont des chiens d'assistance. C'est-à-dire que la personne en fauteuil roulant peut s'accrocher après, puis il va la faire avancer. Ça peut être une personne qui a des difficultés d'équilibre, elle a un chien, si elle tombe, elle l'utilise pour se relever. C'est des chiens d'assistance qu'on appelle. Et Dieu sait qu'il y en a qui font beaucoup de choses à la maison. Ouvrir la porte du frigidaire, sortir une bouteille d'eau pour l'amener à la personne, ramasser des objets à terre. Il y en a qui font vraiment beaucoup de choses. Quoi ne pas faire? Ben, quand vous lui parlez, appuyez-vous pas sur l'aide technique. Ne prévoyez pas d'initiative, c'est-à-dire sans demander, toucher au fauteuil roulant, que ce soit pour l'examiner ou pour amener la personne à bon port. Demandez-lui avant. Ne laissez pas la personne en fauteuil roulant dans une position inconfortable, dangereuse, en haut d'un escalier, devant une porte où elle va déranger tout le monde. Si vous la convoquez, la personne handicapée, prévoyez un délai avant la rencontre. Question de transport adapté peut-être. Pensez à l'accessibilité de l'édifice de votre bureau ou de la salle de réunion. Assurez-vous de voir
où sont les toilettes les plus proches et les endroits que la personne handicapée pourrait avoir besoin. Assurez-vous de savoir s'il y a des stationnements réservés, parce qu'il y a une déficience physique, il y en a plusieurs qui ont des autos maintenant. Demandez-lui si elle a besoin d'aide. Puis prévoyez l'espace nécessaire. Vous vous installez autour d'une grande table de réunion ou dans un petit bureau exigu. Assurez-vous que la chaise roulante rentre. Puis aussi le chien d'assistance s'il y a lieu. Les fauteuils motorisés prennent plus de place, et surtout les quadriporteurs. Et il y en a des fauteuils roulants aujourd'hui qui sont assez imposants. On s'imagine que une personne se déplaçant en fauteuil roulant sera nécessairement accompagnée. Ben non. Je peux très bien fonctionner sans aide. Là, je parle de moi, mais beaucoup de personnes handicapées physiques peuvent fonctionner sans aide. Je peux vous donner un exemple de situation qui est arrivée. Un McDonald's, je dirais pas où, ni lequel. Et la porte accessible est verrouillée. Donc, faut demander en dedans si on peut déverrouiller la porte pour que la personne en fauteuil roulant puisse passer. Quand la remarque a été faite au gérant, ben lui a répondu, ben normalement, une personne handicapée est toujours accompagnée. L'accompagnateur viendra nous le dire. Ben non. Moi, si je vais être seule, je vais changer de McDo. Parce que je suis pas capable d'ouvrir la porte, puis je suis pas capable d'aller en dedans le demander. Si la personne est seule, ben elle fait quoi dans ce temps-là? La deuxième, une personne ayant une déficience fonctionnelle qui atteint ses membres supérieurs, elle donne pas la main. Ben, c'est encore faux. Peu importe la difficulté de l'extrémité manuelle, on peut donner la main. La main, elle va peut-être être tout croche, elle va peut-être être fermée en point, mais on donne la main quand même. En temps de pandémie, ben, assurez-vous que les affiches qui donnent les règles à suivre, de règles sanitaires, soient pas trop hautes, mais accessibles aux personnes qui sont en fauteuil roulant ou aux petites personnes aussi. C'est important de faire des affiches qui ont des contrastes de couleurs importants. C'est justement pour les gens qui ont la vue basse. Assurez-vous que la station d'hygiène soit accessible. Donc, avec les pédales en bas, ça marche pas. Un bel exemple, c'est Walmart à Trois-Rivières. Moi, quand j'arrive là, il faut que j'attende quelqu'un qui paye sa pédale. Sinon, je peux pas me nettoyer les mains. Les ressources en Mauricie, au centre du Québec. Maintenant, la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. La déficience intellectuelle, ça se manifeste avant l'âge de 18 ans par un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne. On parle de déficience intellectuelle quand la personne a un âge donné, souvent c'est la rentrée scolaire, ne répond pas aux critères habituels de développement, d'habilité de base, de comportement ou de capacité à apprendre et à retenir. Le trouble du spectre de l'autisme, lui, c'est une condition habituellement présente dans la petite enfance, mais qui apparaît très évidente à la rentrée scolaire. Les TSA regroupent l'autisme, le syndrome d'Asperger, le trouble envahissant du développement, le trouble du comportement. Toujours en déficience intellectuelle, la personne qui vit avec ce type de déficience a de la difficulté à comprendre à divers degrés. Pour ça qu'on dit handicapé intellectuel léger ou handicapé intellectuel profond ou sévère. Lorsqu'on aura interagi avec une personne, ben on va voir qu'elle a des difficultés à vous comprendre. C'est souvent méconnu. C'est un état qu'on a de la misère à différencier. Puis souvent, c'est confondu avec les problèmes de santé mentale, chose qui n'est pas le cas du tout. Lorsqu'elle aura à interagir, une personne qui vit avec ces difficultés sera souvent accompagnée. Surtout si elle a de la difficulté à s'exprimer. Faut pas que vous vous mépreniez. Une personne qui vit avec une déficience intellectuelle légère peut très bien se débrouiller toute seule. Surtout lorsque c'est pas la première fois qu'elle utilise vos services. Lors de conversations, problème de mémoire, de concentration, de compréhension, surtout quand les concepts sont abstraits, de communication au sens figuré, des tendances à imiter, à sauter d'un sujet à l'autre ou d'une activité à l'autre. Donc, il faut être patient parce qu'elle est peut-être impatiente.
Elle va avoir des difficultés à s'exprimer, à maintenir son attention sur ce que vous lui dites, à évaluer le temps, à écrire, à lire, puis à suivre des conventions ou des règles sous-entendues. Quelques trucs, identifiez-vous et demandez si elle a besoin d'aide. Toujours, depuis le début, on le dit, tous les types de déficience, demandez si elle a besoin d'aide. Laissez-la exprimer ses besoins, même si c'est un peu plus lent, respectez-la. Respectez son rythme, prendre le temps de comprendre. Si vous voyez que c'est plus difficile, amenez-la dans un endroit calme et privé où elle va pouvoir plus facilement se concentrer sur vous. Soyez patient, parlez clairement, mais faites pas exprès pour que votre visage soit déformé, là. Parce qu'entre autres, quand on crie, on a l'air fâché. Donc, elle va tout absorber ça, là. Parlez clairement, mais sans exagération. Évitez les jeux de mots, les expressions double sens, le langage enfantin. Surveillez le langage corporel. Souvenez-vous que vos mains à vous, votre visage, puis vos yeux parlent. Utilisez l'effet des gestes. On s'imagine que une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ne peut rien faire. Ben, c'est faux. Elle peut participer à la vie en société, mais à son rythme. On n'empêche pas de travailler, d'étudier, si elle a les capacités pour le faire. On prend juste le trouble du spectre de l'autisme ou Asperger, le syndrome d'Asperger. Ben, il y a Bill Gates, Zuckerberg de Facebook, Isaac Newton, Albert Einstein, Van Gogh, Mozart, Beethoven. Ils ont tous fait des choses extraordinaires, mais c'est tous des gens qui avaient des difficultés au niveau intellectuel. Ici, au Québec, on peut en entendre parler aussi. Serge Denoncourt, Réal Bélan, Louis T, l'humoriste, Philippe Laprise, lui a une coche de plus, il est TDAH. La deuxième question aussi, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme peuvent pas conduire. Ben, c'est faux. La déficience intellectuelle légère ou un certain type d'autisme peuvent parfaitement conduire un auto. Ensuite, les ressources. Maintenant, on a toutes les sources où on a trouvé toutes ces informations-là. Il y en a plusieurs. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben faites-nous le savoir, c'est le fun. Puis j'espère que vous allez pouvoir vous servir des notions qu'on vous a enseignées aujourd'hui.